messieurs, je tiens d'abord à vous présenter le merveilleux casting de ce film. Alors, on va commencer là-bas par le producteur Mathias Rubin. À ses côtés, le compositeur Alex Boupin. Le co-scénariste Jacques Fieschi. Le co-scénariste Cédric Anger. L'acteur Mathieu Demy. À mes côtés, l'acteur André Marcon. L'acteur Raphaël Personnaz. La grande Marina Foïs. Le très grand Laurent Lafitte. Le réalisateur du film Thierry Cliffat. Et comme je l'ai entendu hier soir après la projection, la Queen Isabelle Huppert. Alors, en attendant que vous posiez vos questions, j'en pose une première, celle qui lance les hostilités, évidemment. Thierry Cliffat, bonjour. Bonjour. Comme ça, d'emblée, le désir de cette histoire, justement, enfin, de Drôle de désir, de cette histoire de famille et de cette adaptation de faits réels et d'histoires réelles. Alors, à quel moment cette envie de cette histoire-là, mordante, vous vient ? L'envie d'en faire un film est venue, c'est une réponse un peu bizarre que je vais faire, mais au moment où j'ai compris qu'il y avait un film. C'est-à-dire que si ça avait été simplement un docu-fiction ou une illustration d'un fait divers dont vous parlez, célèbre, ça ne m'aurait pas intéressé. Mais après, en cherchant, en allant vers le romanesque grâce à Cédric et à Jacques, et j'ai vu qu'il y avait, qu'il y avait un film qui avait une matière fictionnelle. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était aussi de montrer... il y a quand même une sorte de fascination pour les ultra-riches. Et c'est un milieu qui est assez peu montré en France. Ce milieu de la grande bourgeoisie industrielle, française, catholique. Et voilà, ces personnages n'étaient pas simplement des archétypes, mais c'était des personnages avec des ambitions, des joies, des chagrins, ambitions, et que ça me permettait de faire un film qui aurait un ton entre la tragédie et la farce. Voilà, à peu près. Oh mais oui. Et alors justement, alors j'en profite pour poser la question aux deux co-scénaristes. Comment on part de faits réels, donc, et qu'on s'amuse avec, qu'on les tord, qu'on en garde un peu, qu'on n'en garde pas trop. Enfin, comment on transforme cette matière de faits divers en fiction et en tragédie comique. En ayant des partis pris, et puis qui sont de privilégier surtout en ayant des partis pris et en privilégiant d'en premier les personnages, parce que s'il n'y a pas d'histoire ou il n'y a pas de faits divers, s'il n'y a pas de personnages, et si on n'a pas envie de faire évoluer quelque chose sur les personnages, là je trouve que ce qui est intéressant dans cette histoire, évidemment, c'est les rapports entre eux, qui sont quand même complexes, et en même temps tellement complexes que finalement on peut en dégager des saillies, non pas des caricatures, mais jouer avec justement cette ambivalence. Et puis il y avait un plaisir, je trouve, avec ces personnages de pouvoir écrire des dialogues mordants. Enfin, vous voyez une forme de cynisme mélancolique dans le film, comme ce sont des personnages qui se font la guerre, qui sont ironiques, qui sont dans les situations et en même temps qu'ils ont un regard les uns sur les autres, eh bien ça permet de s'amuser un peu à l'écriture, quoi. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est effectivement de pas faire un menu best-of du fait divers en lui-même. Il y a autant de Madame Bovary qu'il y a de metteurs en scène. C'est un peu l'idée aussi si un autre metteur en scène faisait ce film, il s'en emparait autrement. Donc là, il y avait vraiment un parti pris presque, moi je disais à Thierry, c'est amusant de faire une forme d'opérette avec ces personnages, quoi. Jacques Fieschi. Oui, moi ça m'a beaucoup intéressé d'entrer dans cet univers, c'est-à-dire dans la force romanesque du récit, c'est effectivement d'accompagner les personnages, de les côtoyer, de les comprendre sans les juger.
voilà, dans cette espèce d'amoralité joyeuse ou qui s'assombrit après. Il y a pas de... Voilà, disons que c'est dans leur complexité, bien sûr, dans leur théâtralité, dans leur secret, dans leur intériorité, tout cela. C'était les enjeux de ces personnages, de ce carrefour de personnages, de leur rapport à l'argent, bien sûr. Ils sont malades de l'argent. Ils sont malades de l'argent, certains de façon théâtrale et flamboyante, comme Fantin que joue Laurent Lafitte, d'autres de façon puritaine, comme la fille Frédéric que joue Marina Foïs. Voilà. Et ça tourne autour de cette figure centrale de Reine des Abeilles que joue, à mon avis, magnifiquement Isabelle Huppert. Donc voilà, j'ai été passionné à l'idée de rendre compte de tout ça, et de s'amuser avec les situations et en même temps de les approfondir et de voir en quoi ils étaient aussi le terrain d'un vertige. Je crois qu'il y a une première question, madame. Bonjour, Florencia Ángeles, W Radio en Colombie. Pour Madame Huppert, merci pour le film et pour votre interprétation. J'aimerais savoir, quand vous avez lu le script, qu'est-ce que vous avez attiré le plus? Peut-être que c'était les cas d'une femme qu'on connaît tous en France, que c'est assez puissant comme personnage elle-même, ou cette histoire d'amour avec les personnages qu'interprète Laurent Lafitte, ou même la renaissance de la femme qui était derrière aussi, et qu'elle a retrouvé un peu la vie en retrouvant un femme. Merci. Alors, quand j'ai lu le scénario, moi je crois que quand on lit un scénario, plus qu'aux faits eux-mêmes, on s'intéresse au ton et aux possibilités que le scénario va pouvoir nous donner dans le ton qu'on va émettre, plus que les événements eux-mêmes. Les événements, évidemment, on les connaissait. Pour les acteurs, je pense que ce qui est intéressant, c'était d'oublier que ça venait de faits réels et au contraire de s'emparer de cette histoire comme d'une pure fiction et de laisser notre imaginaire faire tout le travail. Et tout ce qui a été dit par les scénaristes, par Cédric et par Thierry et par Jacques, le mélange de cynisme, ce ton d'opérette, Thierry tout à fait à propos parlait d'une farce. Alors tout ça, ça nous oriente dans notre manière de jouer plutôt que les événements eux-mêmes qui, si on s'y colle trop, pourrait nous entraîner vers une pente un peu dangereuse du sentimentaliste ou d'une dramatisation qui n'a vraiment pas lieu d'être. Je crois que tout l'intérêt du film, justement, c'est cette forme qu'il garde et cette distance qu'il garde est loin d'un écueil sentimental, finalement. Et nous, c'est ce que les acteurs, on était aidés de cette manière par les dialogues, par le ton du film, et je crois que c'est tout ça qui nous a intéressés et qui nous a permis de donner au film une très très grande autonomie par rapport à ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas d'ailleurs, parce que sait-on de cette histoire? Et du coup, chacun peut lire, peut se raconter sa propre histoire. Voilà. Une autre question, oui. Je viens de Grèce. Je suis ravi de vous retrouver ici avec ce film à Cannes. Une question à Isabelle Huppert et à Monsieur Lafitte. Pourriez-vous me décrire cette relation complexe entre ces deux personnages et surtout cette espèce de phénoménologie qui existe en quelque sorte dans chacun des personnages. Cette contradiction qui est là, omniprésente, et l'absence de sentiments, finalement. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'autoritarisme et on sent que l'autorité fait beaucoup sur les gens. Je réponds en français. Hein. Oui. 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 Comment? Oui, monsieur va mettre son casque. D'accord. Alors, dans la traduction, j'ai eu le mot autoritarisme. Alors, je pense qu'il y a une forme d'autorité dans mon personnage. Quant à qualifier la relation entre ces deux personnages, elle est très, très dure à qualifier. C'est ce qui en fait la saveur et l'intérêt. Je pense qu'elle a plusieurs aspects. Elle n'est pas toujours équilibrée. Elle n'est pas toujours réciproque au même moment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie relation. Le film parle beaucoup de solitude, finalement, quel que soit le milieu dans lequel on évolue. Moi, mon personnage, il sait, il est très, très, très habile
Ce qui n'empêche pas la sincérité, l'habileté, mais en tout cas, il sait comment réveiller cette femme, comment trouver une place. Ce qu'il fait de cette place, après, moi, j'essaie toujours de manière générale, pour ce rôle-là ou pour les autres, de ne jamais évidemment juger les personnages et de ne pas jouer la vie que j'ai d'eux, mais uniquement les situations qui ont été choisies par le réalisateur et les scénaristes. Et comme on est dans des situations basées sur des faits qu'on croit connaître, mais qui sont quand même totalement imaginés, voilà, moi, j'arrive pas à avoir une vue différente de celle-là, en fait. Mais c'est sûr qu'il a une autorité, il a quelque chose de puissant, d'intrusif, parfois jusqu'à la vulgarité, mais il a un seul interlocuteur, en l'occurrence une seule interlocutrice, c'est le personnage d'Isabelle. Donc il fait tout, tant que elle, ça lui plaît, ça va. Et le moment où il y a rupture, dans la scène du déjeuner notamment, là, il est un peu plus en danger. Ouais. Oui, je pensais, au fond, elle a tellement d'autorité qu'elle n'a plus besoin d'en avoir, surtout, puisqu'elle a cette certitude inimaginable, proprement inimaginable, pour le coup, puisqu'elle est donc, comme elle est définie, la femme la plus riche du monde. Donc, du coup, rien ne peut vraiment le mettre en doute et en échec cette autorité naturelle qu'elle a. Donc elle peut se permettre de ne pas en avoir, elle peut se permettre elle peut se donner le luxe, parce que c'en est un, cette femme qui a tout le luxe qu'on peut rêver, qu'on peut imaginer. Et bien tout d'un coup, elle se donne le luxe justement concrètement d'en avoir moins, mais comme elle le dit elle-même, c'est vraiment pas grand-chose pour elle. Et plus précisément, oui, de se laisser au fond complètement manipuler. Non, c'est pas de la manipulation, parce que c'est aussi quelque chose qui lui profite. Voilà. On est quand même toujours dans les affects sont toujours d'une certaine manière au propre insu des personnages comptabilisés d'une certaine manière, mais ça ne lui coûte rien de renoncer à sa puissance ou ce qu'elle croit être sa puissance, puisque c'est pour se faire plaisir. Voilà. Question suivante, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Jennifer Quinn de la magazine brésilienne Veja. Ma question est pour Madame Rupert. Vous êtes une des raisons pour lesquelles j'adore le cinéma. Vous jouez souvent de personnages psychologiquement très puissants. Et je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi ces films, ces personnages, et s'il y a des choses qui sont présentes dans tous vos films pour lesquels vous choisissez le film. Merci. D'abord, c'est pas moi qui les choisis, c'est eux qui me choisissent, déjà. Et donc, c'est une grande chance et un grand privilège qu'ils me choisissent. Je ne sais pas s'ils sont complexes, mais ils sont peut-être, je ne sais pas, en forme de questions plus qu'en forme de réponses. Mais c'est un peu la vertu du cinéma en général. C'est de poser des questions plus que d'apporter des réponses. Et en tous les cas, moi, je ne me pose pas tellement de questions, en fait, au moment où je décide à partir du moment plutôt, où je décide de les jouer, je leur fais assez confiance. Et je les envisage pas tant que ça dans leur complexité. Voilà. Donc, oui, j'entends souvent dire qu'ils sont complexes, ou c'est pas tellement comme ça que je les ressens. Alors, pas tellement simple non plus, hein, mais je fais confiance au cinéma aussi. Je pense que c'est le film et le cinéma qui les raconte. Donc, je me sens assez rassurée, au fond, quand je commence à les jouer. Parce que je crois vraiment que c'est le film qui raconte ce que les acteurs sont en train de dire. Et ça, on le sait. Enfin, moi, je le sais, je crois. Mais peut-être le spectateur ne le sait jamais autant, qu'on est raconté par un film plus qu'on le raconte soi-même. Voilà. Alors, avant de vous redonner la parole, j'aimerais rebondir sur cette histoire un peu sur votre question d'ailleurs, sur votre histoire d'amour étrange à tous les deux dans le film. Mais en fait, tout le film n'est qu'une espèce de valse d'amour déçu, de quête d'amour, de gain et profit en amour. Donc en fait, et tous les autres personnages ou sont
attendris par leur épouse ou cherchent l'amour de leur mère. Enfin, moi, j'aimerais bien savoir comment chacun d'entre vous, vous avez joué cette note ou de déception ou de quête amoureuse. Par exemple, vous, André Marcon, vous êtes le mari incroyablement... en fait, vous apportez une espèce de touche de tendresse totale, enfin, un regard toujours comme ça doux sur les gens, votre épouse et les gens de votre famille. Vous comprenez ces envies de vertige. Comment on joue ça, cette bonhomie, mais très... C'est-à-dire que l'aliment et le carburant pour un rôle, c'est ce qui est écrit, c'est ce que les personnages prononcent. Et là, avec ce scénario si raffiné, si bien galbé, c'était un bonheur de jouer ça. Et Raphaël, vous êtes... En fait, vous êtes amoureux de cette maison, un peu. Vous êtes amoureux de ce décor, vous voulez pas que ça change et... Ouais. Donc en fait, d'une certaine manière, vous trahissez parce qu'en fait, vous ne supportez pas que ça change. Comment on joue ça ? Avec ce côté un peu Fassbinder sur les bords. Il fait partie des murs, et puis un jour on s'essuie un peu sur lui quand même. Hein. C'est l'arrivée de Fantin dans cette famille crée un déséquilibre qui lui est pas propice, parce qu'il y a vraiment très très vite le personnage de Fantin. Et d'ailleurs, Laurent y a pris un grand plaisir à ce besoin d'humilier ce personnage qui pourrait être lui finalement. Je pense qu'ils viennent peut-être des mêmes milieux. Mais c'était intéressant d'avoir cette relation avec André, cet amour qui existe, et puis cette reconnaissance aussi qu'il a envers et le personnage d'André et le personnage d'Isabelle. Donc, en effet, quand tout est chamboulé, c'est lui il est peut-être très, comment dire, un peu conservateur, ce garçon finalement. Il a besoin de conserver ça, mais il y a un vrai amour pour ses employeurs. Une vraie reconnaissance. Alors Marina, vous, c'est la quête d'amour maternel, quête un peu difficile et inaboutie. Et puis vous êtes soutenue constamment par votre mari. D'ailleurs, j'en profite pour citer votre fils, qui est dans le public, Paul Beaurepaire, que vous pouvez applaudir. J'ai oublié de le présenter tout à l'heure. Donc vous, c'est vraiment c'est le personnage finalement, enfin qui après se venge, mais qui est le personnage le plus désespérément. C'est une petite fille en quête d'amour, quoi. Oui, elle a pas. On comprend assez vite que sa mère ne lui a jamais donné de place en fait dans cette famille-là, et que je crois savoir que ces femmes qui ont été mal aimées ou pas considérées par leur mère, c'est une quête qui dure la vie entière, et souvent c'est des femmes qui sont complètement bancales. Moi, j'en connais quelques-unes, donc il y a quelque chose que émotionnellement je peux comprendre, mais je dois avouer que ce qui m'intéressait beaucoup dans le film, c'est la mécanique en fait. Comment les sentiments circulent ou ne circulent pas. Comment ils sont habiles à prononcer des sommes et malhabiles à prononcer des sentiments ou à dire ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est quelque chose qui rebondit sans arrêt. Donc les personnages, pour moi, ils existent vraiment pas tout seuls. Ils existent en miroir les uns des autres. C'est une relation très violente. Elle fera pas l'économie de sa propre violence, à mon sens. C'est aussi pour ça que c'est un personnage qui est intéressant. Voilà. Mathieu. Oui, mais en effet, en fait, tous les personnages sont un peu en miroir de cette relation d'amour un peu passionnelle. Et nous, le couple qu'on fait avec le personnage de Marina, c'est clairement ce qui souffre le plus. Voilà, ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'ils essayent d'élever leur fils de façon un peu normale. Enfin, ils essayent qu'ils prennent le bus, etc. Et moi, j'ai trouvé très touchant que dans cet univers qui est complètement plein de superlatifs et qui est déconnecté de tout, finalement, il y a des vrais enjeux de désamour, comme dans toutes les familles. Et le personnage de Marina en fait vraiment les frais de ce désamour. C'est très beau. Notre couple, il croit être connecté à une vie normale. Je suis pas sûre qu'il soit comme ça, parce que on fait ce qu'on peut. 1000 euros d'argent de poche par mois, hein, quand même. Hein. C'est pas toujours facile, les gars. Je veux dire. Vous avez, oui, monsieur. Oui,
Pardon. Bonjour, Gérard Chargé de Cinézoom. Alors Thierry, à chaque fois que vous faites un film, c'est toujours très soigné. Moi, je tiens aussi à vous féliciter parce que toute la distribution est homogène. Et vous avez donc encore donné un beau rôle à Isabelle Huppert. Et tous les autres comédiens, il n'y a personne de négligé. Alors, il y a une chose par rapport à ce milieu. Et il y a une phrase qui est dite par le personnage de Laurent. Cette femme, c'est une Garbeau, en quelque sorte, inaccessible. Est-ce que vous l'avez senti? Est-ce que c'est une phrase clé? Et quelle est la part de vérité dans tout ce qui a été dit ou des choses que vous avez rajoutées avec les scénaristes? Vous demandez si je trouve que Isabelle Huppert et Greta Garbo... Non, c'est-à-dire c'est par rapport... Non, le personnage, je ne parle pas d'Isabelle Huppert, je parle du personnage qui est inaccessible, puisque c'est dit dans le film. Dans la réplique dans le film, c'est Garbo, mais accessible. Oui. J'ai entendu le pas, mais c'est pas grave. Donc, je crois pas, non. Donc, Garbo, mais... Greta Garbo était très accessible, Isabelle Huppert un peu moins. Mais est-ce que tout était Greta Garbo, mais je l'ai pas connue en fait. Mais... Non, est-ce que tout justement dans le film a été traité comme ça, d'accessibilité, inaccessibilité? En plus, vous mélangez aussi les classes parce qu'avec le personnage de Raphaël, on se rend compte que c'est vraiment important d'avoir un personnage comme ça qui évolue dans ce milieu et qui a un autre regard et tout part de lui. Alors la part de vérité dans tout ça, est-ce que vous avez pris des libertés? Voilà. Oui. Enfin, le personnage de Raphaël, notamment, oui, est très intéressant parce qu'il amène un autre regard sur cette histoire. Il passe de la fascination pour cette famille à l'effroi, et c'est ce qui va le décider à agir, et à agir et à réagir et à agir. Après, ce qui est de la vérité ou pas de la vérité, très vite, nous, on s'en est éloigné. C'est-à-dire que, ce que je disais dès le départ, s'il avait fallu faire juste un docu-fiction, c'était pas intéressant. C'est-à-dire que c'est ce qui se cachait derrière ce qu'on avait raconté, donc ce qu'on pouvait imaginer de l'intimité de ces personnages qui nous a intéressés avec Cédric et Jacques. Et il y avait aussi très vite ce plaisir de... comme il y a à la fois de la fascination, de la répulsion, de l'énervement, de la colère par rapport aux ultra-riches, c'était assez... drôle de regarder un peu par le trou de la serrure et d'imaginer ce qui pouvait se passer dans ces familles qui passent complètement sous les radars. C'est-à-dire que ces gens-là, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de leur maison. Il n'y a jamais d'éclat de voix, ils fuient le scandale. Et là, du coup, il y avait comme une sorte de théâtre où effectivement aussi des choses très différentes pouvaient être abordées, c'est-à-dire à la fois la grande histoire qui se cogne à l'histoire de ces personnages à travers le passé collaborationniste ou cette espèce d'antisémitisme ordinaire, voilà. Et puis il y avait aussi ce rapport de classe qui peut exister à la fois à travers le personnage de Laurent d'une certaine façon, qui va être comme une sorte de détonateur, qui est un personnage qui va faire sauter le vernis, réapparaître de vieux secrets de famille, enfin bon, qui va permettre un peu à chacun de se révéler. Et puis le personnage de Raphaël, qui finalement, là où le rapport de classe sociale c'est celui qui va être broyé à la fin de l'histoire, c'est celui qui va être, puisque son personnage, le personnage de Jérôme, comme il le dit, n'a plus jamais pu travailler dans une maison, dans une grande famille. Donc c'était tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ce que vous vouliez, parce que comme on est parti de Greta Garbo, mais Moi, j'aimerais bien vous poser des questions sur la mise en scène. Il y a vraiment un choix de direction artistique, enfin, quelque chose de très, j'allais presque dire, hollywoodien, enfin, quelque chose un peu du technicolor, comme ça, des couleurs très poussées, les costumes de Marianne. On aimerait juste en avoir 2 sur les 70. Hein. On organise 70, non ? On organise une braderie cet après-midi. C'est ce dans le bureau de Thierry Frémaux. On fait une annonce, braderie.
Donc il y a tout ce soin sur la direction artistique, sur les décors, les costumes, ces couleurs très en graisse, les couleurs éclatantes et tout. Voilà, pourquoi ce choix-là pour aller justement dans le genre de la tragédie, mais en fait c'est un film noir mais éclatant de couleurs, quoi. Oui, on peut, comme beaucoup de films que j'ai beaucoup aimés, ces films américains des années 50, de Minnelli, de Cukor, voilà ces gens-là. Non, il y a une fausse idée qui court, enfin qui est assez tenace sur les ultra riches, c'est que, notamment, on n'est pas très loin de ce milieu-là, de ce qu'on voit dans Succession, White Lotus ou dans les films de Ruben Östlund. Là, on est en France, donc c'est beaucoup plus raffiné. Et tout ça, c'est qu'en fait, l'argent ne se voit pas. En tout cas, chez les Farrer, Windler et tout ça, l'argent ne se voit pas. Et la fausse idée, c'était par exemple, on me disait toujours, les gens imaginaient que j'avais le budget des Trois Mousquetaires pour faire ce film parce qu'il fallait que l'argent se voit. En fait, c'est pas vrai. En fait, il n'y a aucun signe ostentatoire de richesse. C'est-à-dire que oui, certes, ils ont une très belle maison en Grèce, que ce soit en Grèce ou en France. Ils voyagent en jet, mais sinon, c'est presque comment? Sinon, ça va. Sinon, ça Oui. Non, c'est-à-dire qu'ils c'est pas des gens qui mettent des logos, mais Voilà. ils portent quand même des marques. Oui, bien Ils sûr. sont pas habillés en fast Non, fashion. voilà. Et du coup, le choix, tous les choix artistiques que j'ai pu faire, que ce soit avec mon chef opérateur Hicham Alaoui ou Eve Martin, la chef déco, et pour les costumes Jürgen Döring et Laure Wilmer, je savais que ce serait quelque chose presque de subliminal, mais qui donnerait son identité au film. Et ça, c'était important. Ce qui était important, c'était ce qui se voyait sans se remarquer nécessairement, mais qui effectivement, au final, donne une certaine impression. Je croyais que vous vouliez parler, Laurent Lafitte. Non, mais je vous parle. Non, mais c'est vrai que de toute façon, là, il y a tellement d'argent que, au bout d'un moment, il y a tellement d'argent que l'argent n'existe plus, en fait. Et c'est plus sujet tellement il y en a, en fait. Et le vrai luxe de l'argent, c'est de se rendre compte qu'il ne règle rien, peut-être. Et le vrai luxe de Marianne, ça va être mon personnage, en fait. Et d'ailleurs, cette question de l'argent, d'une certaine façon, avec Jacques et Cédric, on a essayé de la régler dès la première scène, la scène de la bar mitzvah de Paul, où le personnage de Marianne lui donne pour sa bar mitzvah 1 million d'euros, 1 million de francs. Oui. Donc, ce qui quand même tout de suite mettait quand même la barre. On voyait dans quel monde on pénétrait. Mais c'est aussi que c'est de l'argent, c'est des fortunes qui sont là depuis longtemps. Ils découvrent pas leur richesse, ils n'ont pas besoin de l'éprouver. Elle est intégrée. Monsieur. Hello, Marco Cosli, La Stampa Daily Marco Cosli de La Stampa du quotidien italien. L'un des sujets qui est omniprésent ici, à Cannes, cette année, à travers différents films, c'est ce gap, cette fracture incroyable entre les gens très riches et les démunis. Et nous sommes tous des privilégiés, nous ici présents. Madame Huppert, que pensez-vous de cette fracture? Et c'est quelque chose qui nous touche tous, même la classe moyenne. Qu'en pensez-vous? Ne pensez-vous pas que les hommes politiques devraient se mobiliser et faire quelque chose pour lutter contre ça? Il faudrait avoir beaucoup de temps pour répondre à votre question. Les injustices, les différences économiques, sociales, à la fois on s'en accommode et on sait bien que dans beaucoup d'endroits et beaucoup de situations, c'est toujours un scandale, bien sûr. Et on est partagé entre impuissance, colère, résignation, indifférence. Voilà. J'en suis pas plus loin que vous sur ce problème. Il y a quelqu'un d'autre, oui.
Hello, Lazar Christmo for BNR Radio. Je viens de BNR Radio. Une question à Isabelle Huppert. En 1972, si je ne me trompe pas, c'était Faustine et le bel été qui était présenté ici à Cannes. J'étais même pas né, moi, vous voyez. J'étais même pas né. Et même moi, j'étais à peine né, on va dire. Mais une question de portée générale, parce que j'ai fait mes calculs, donc ça fait 53 ans, si je ne m'abuse, et aujourd'hui, ça fait 50 ans plus tard qu'on se retrouve ici. Qu'est-ce que le FIF vous signifie en cette période contemporaine? Quelle est la raison d'être de ce festival? Pourquoi ce festival est-il important? Pour que les gens se rapprochent, pour qu'ils se sentent plus proches. Vous rappelez-vous cette nuit, en 1972, comment vous vous sentiez à l'époque, lorsque vous étiez là pour la première fois? Je suis ingrate. Faustine et le bel été était venu au Festival de Cannes. Mais alors en même temps, il fallait pas me louper parce que mon rôle, c'était avant le générique. Donc pour les retardataires, c'était trop tard. Mais non, mais écoutez, moi, je suis venue vraiment beaucoup de fois à Cannes, dans toutes les circonstances. Et c'est toujours un plaisir immense pour moi d'être là. Que j'ai connu beaucoup de choses à Cannes et puis j'espère en connaître encore plein d'autres. Hein. Et les festivals, oui, c'est des lieux extraordinaires. C'est des lieux tout d'un coup, surtout peut-être de plus en plus, où on sait bien qu'avec toutes les 1000 manières de voir des films, y compris sur des portables, il y a encore des endroits dans le monde comme Cannes, qui est celui peut-être le plus représentatif. On célèbre, on comprend un peu ce que ça veut dire cinéphilie. Cinéphilie, ça veut dire l'amour du cinéma. Et on est tous là parce qu'on aime le cinéma. Et puis, contrairement peut-être à ce qu'on dit, le cinéma et puis le théâtre aussi, parce que moi je fais aussi beaucoup de théâtre. On dit oh non, ça peut pas changer le monde. Un peu pour répondre à votre question. Moi, je crois que ça peut un petit peu changer le monde quand même. J'y crois. Et je crois que c'est pourquoi on est tous heureux d'être ici. Un tout petit peu, hein, pas beaucoup, mais bon. Je suis confuse, mais c'était la dernière question, car les conférences de presse se suivent sans se ressembler. Je voudrais que vous applaudissiez énormément cette merveilleuse famille de riches et moins riches.